contiennent que quelques composants spécifiques de l'agent pathogène, mais que ce type de vaccin il suscite une réponse immunitaire qui est légèrement plus faible. Et donc on a besoin d'autant plus des adjuvants. Aux États-Unis, ce comité il pourrait aussi rendre certains vaccins inefficaces ou au moins diminuer leur efficacité en interdisant certains de composants essentiels comme les adjuvants. De la vaccination, on va à l'Ozempic maintenant. Encore, l'Ozempic, c'est un médicament vraiment, ça suscite énormément d'espoir. Est-ce que ça pourrait aussi aider à réduire les envies de cigarettes, d'alcool, d'opioïdes, en plus des envies qu'on connaît déjà, des effets sur l'envie de la nourriture? Alors, bouffe, sexe, drogue et rock'n'roll, c'est tout le même système. En tout cas, c'est comme ça que l'a résumé un psychopharmacologue à l'Université de Toronto dans un article de nouvelles qui a été publié lui aussi d'ailleurs dans la revue Nature mardi dernier. Je peux difficilement mieux résumer que ça. Mais si je développe un petit peu, disons que les thérapies à base d'agonistes du GLP-1, elles aident à atténuer les envies d'alcool, les envies d'opioïdes, de nicotine, de cocaïne aussi, par certaines des voies cérébrales qui atténuent aussi les signaux de la faim, de la suralimentation, mais que quand même on est encore loin, en tout cas on est au début des essais cliniques pour déterminer si les effets sont réellement intéressants et au début aussi pour comprendre les finesses de ces mécanismes. Mais de la consommation de ces substances, en tout cas suffisamment pour que ça améliore la vie des personnes qui les utilisent. Donc en résumé, c'est prometteur, mais il va falloir plus de données humaines, cliniques. Là, on va terminer exactement dans le même domaine. Vous allez nous parler de l'Ozempic. Oui, petite pensée pour Watson qui nous écoute et à qui la vétérinaire a dit cette semaine qu'il était un petit peu trop enrobé, jeuni en bloc. Alors, il n'a pas encore besoin évidemment de médication, mais si jamais dans quelques années, il pourrait peut-être bénéficier d'un traitement similaire au fameux Ozempic, c'est pour ça qu'on dit Ozempet. La compagnie Okava Pharmaceutical a annoncé mercredi qu'elle a officiellement commencé une étude pilote d'un médicament anti-GLP-1, donc destiné aux chats qui souffrent d'obésité. L'étude s'appelle Mio-1, ça ne s'invente pas, mais c'est très sérieux. Dans ce cas-ci, plutôt que des injections, c'est des implants qui vont libérer à petite dose le médicament sur une période qui peut s'étendre jusqu'à 6 mois. On attend les résultats cet été et d'après le média américain CBS, le médicament, s'il est efficace, est approuvé. Il pourrait coûter quelques $100 américains par mois aux propriétaires de chats obèses ou diabétiques qui voudraient donc faire traiter leur minou. Les chiens sont les suivants sur la liste, mais pas Watson, ça c'est sûr. Bon, Watson, c'est votre chien, là, quand même, Merci beaucoup, Daniel. Et vous, Renaud, vous nous parlez d'une étude qui va certainement faire réagir, puisqu'il y a des chercheurs qui se sont permis d'évaluer l'effet de différents styles parentaux sur l'anxiété, sur le moral des adolescents. Ouais, quoi lancer l'idée un peu cliché, mais persistante, que quand un jeune va mal, les parents sont jamais très loin derrière les explications. La faute aux parents. Toujours. Mais les auteurs de l'étude ont voulu vérifier s'il existe réellement un lien entre les styles parentaux et la santé mentale des adolescents, en particulier la dépression. Donc, il faut rappeler, en psychologie, on distingue généralement 4 grands profils parentaux. Donc, le style démocratique qui fixe des limites claires, mais qui encourage l'autonomie. Donc, l'autoritaire qui impose des règles strictes et qui veut qu'on les maintienne. Il y a le permissif qui veut toujours être l'ami et qui impose peu de contraintes. Et il y a le désengagé qui est proche de la négligence. Oui. Donc, l'étude publiée dans la revue PLOS ONE a été menée par une équipe du département de santé publique du Népal. Elle repose en fait sur des données de plus de 500 adolescents de la municipalité de Bemdat dans le sud-ouest du pays. Et c'est un endroit où près d'un jeune sur 3 présente des symptômes de dépression, près de la moitié souffre d'anxiété et le quart ressent un niveau élevé de stress. Donc les chercheurs ont voulu déterminer si l'attitude parentale pouvait contribuer à ces difficultés-là. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Bien, les adolescents qui perçoivent leurs parents comme démocratiques, ils sont moins susceptibles d'être dépressifs, anxieux ou stressés, mais en même temps, ils rapportent aussi une estime de soi plus faible, donc peut-être en raison des attentes élevées qu'ils doivent satisfaire de leurs parents. À l'inverse, le style autoritaire, lui, augmente les risques de dépression, mais étonnamment, il est aussi associé à une estime de soi plus élevée. Donc il y a du bon et du mauvais. Sauf le style permissif, lui, il est à un niveau plus important de stress, peu importe, et le désengagé, lui, n'a pas été évalué. Donc l'étude souligne aussi d'autres facteurs aggravants, donc le harcèlement à l'école, double les risques d'anxiété, de dépression, l'absence d'amis proches ou de soutien scolaire aussi. Il y a aussi une différence marquée entre les sexes, parce que peu importe le contexte observé, les jeunes filles
filles étaient toujours plus touchées par la dépression que les garçons. Les chercheurs croient ici que c'est en raison de normes familiales locales très strictes. Donc, c'est une étude qui n'est pas parfaite, mais l'étude elle rappelle quand même que le rôle des parents, ça demeure un levier majeur dans le bien-être psychologique des plus jeunes. Merci, Renaud. Ça fait plaisir. Pour vos questions de science et vos commentaires, écrivez-nous à lumière@radio-canada.ca. Notre prochaine invité a remporté il y a 2 semaines un prix du jury pour le concours La Preuve par l'image organisé par l'ACFA. C'est un concours qui couronne des photos prises dans le cadre de recherche. Et puis lors du gala, lorsqu'il a reçu son prix, il a été invité à nous décrire ce qu'on voit sur sa photo. Et j'étais là, j'animais le gala, j'étais sur scène. Et quand il a décrit sa photo, tout s'est arrêté dans une salle qui était plutôt bruyante. Et lorsqu'il a terminé sa description, il y a eu une seconde, vous savez, cette seconde suspendue là, qui témoigne qu'il y a vraiment une émotion. Olivier Arvizet, bonjour. Bonjour. Félicitations pour ce prix-là. Merci. Qu'est-ce qu'il y a sur votre photo? En fait, sur la photo, on voit un jeune garçon qui est assis à la table de la cuisine, il a 10 ans. Il est concentré sur un tube de plastique dans lequel il s'apprête à déposer de la salive. La photo a été prise à Gaza en juillet 2023, donc quelques mois avant les événements du 7 octobre. Puis en fait, derrière, en arrière-plan, on voit sa mère qui prépare le déjeuner, en fait. Puis si on porte attention, sur son visage, on voit les stigmates de la violence, du conflit, de la guerre. Puis en fait, c'est un geste qui peut paraître banal, là, mettre de la salive dans un petit tube de plastique quand on se réveille le matin, mais pour nous, c'est des données très importantes, puis c'est une contribution importante de ces familles-là à l'avancement de nos travaux, puis aux connaissances sur l'impact du conflit armé, sur la capacité d'apprendre et la résilience des enfants. Parce que vous, vos travaux, bon, vous êtes professeur au département de didactique à la Faculté de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Vous vous spécialisez sur la recherche en zone de conflit, justement, et sur la possibilité d'apprendre en zone de conflit. Quand on met de la salive dans un petit tube et qu'on a 10 ans à Gaza, qu'est-ce qu'on fait? En quoi ils contribuent à la science? En fait, notre étude compile des dizaines de variables différentes, des variables biologiques comme la concentration de cortisol, par exemple, dans la salive, qui est l'hormone du stress, mais aussi des variables psychologiques. Donc, les enfants répondent à toutes sortes de questions sur leur bien-être, leur résilience, leur perception du stress, de l'école, de leur exposition à des événements potentiellement traumatiques. Les enfants font aussi des tâches cognitives sur les fonctions exécutives, donc la mémoire de travail, par exemple, que les gens connaissent quand même assez bien, la flexibilité cognitive, le contrôle inhibiteur. Donc, c'est une contribution qui est importante parce que c'est des projets de recherche qui sont quand même assez demandants pour les familles parce que les enfants doivent passer à travers toutes sortes d'outils de recherche. Il y a tout un aspect qui se fait à la maison aussi, qui doit être surveillé par les parents. Donc voilà. C'était avant, évidemment, le 7 octobre. Et depuis ce temps-là, d'ailleurs, est-ce que vous avez des nouvelles de ce garçon-là, de cette mère? Pas spécifiquement de ce garçon-là sur la photo et de sa famille. Malheureusement, j'ai pas pu être en mesure de les recontacter. On a perdu contact avec beaucoup de participants de nos études. On a perdu aussi des collègues sur le terrain, malheureusement, dans les 2 dernières années et plus avec le conflit actuel. Donc, j'entretiens encore beaucoup de liens à chaque semaine avec des collègues sur place qui vivent dans des conditions extrêmes. Certains ont pu fuir, d'autres sont encore pris au piège à Gaza. Mais malheureusement, non, on n'a pas de contact avec la famille sur la photo. Ça ajoute d'ailleurs à l'émotion quand on regarde cette photo de recherche-là avec le jeune garçon. Donc, allez voir sur le terrain, mener des recherches malgré les conflits, en demander encore plus à des familles qui en vivent déjà beaucoup. Pourquoi c'est nécessaire? Il y a déjà tellement de choses qui arrivent dans la vie de ces enfants-là. Pourquoi c'est nécessaire d'aller si loin et d'avoir des recherches spécifiques sur leur capacité, par exemple, d'apprendre à l'école? Bien, effectivement, ces gens-là vivent énormément, puis il y a quand même des exigences éthiques à respecter qui sont importantes. Malgré tout, c'est important pour les familles de s'engager dans ces projets de recherche-là. Souvent, les parents vont nous dire à quel point c'est important pour eux qu'on parle de ce que leurs enfants vivent, qu'on s'intéresse à eux aussi, qu'on se pose des questions pour pouvoir les soutenir. Puis la raison pour laquelle on fait ça, en fait, c'est produire des meilleures connaissances pour les praticiens et praticiennes qui accompagnent ces enfants-là malgré la crise au quotidien, que ce soit dans un cadre éducatif formel à l'école ou dans un cadre non formel, des activités, des jeux structurés, des activités dans les centres communautaires ou même sous la tente quand les gens sont déplacés. Donc l'idée, c'est justement de permettre de leur
de leur dire sur quoi ils devraient concentrer leur effort. Qu'est-ce qui aura le plus d'impact pour soutenir les enfants dans ces contextes-là, comme les ressources sont extrêmement limitées souvent, et que les gens qui travaillent dans ces conditions-là, eux-mêmes luttent pour leur survie au quotidien. Donc si on est en mesure de leur dire, ben voici les éléments qui vont faire le plus de différence, sur quoi vous devez porter votre attention, ça les aide énormément. Et là, on parle de Gaza, mais c'est quoi les terrains sur lesquels vous travaillez, les zones de conflit qui vous intéressent? Il y en a plusieurs. Évidemment, dans les dernières années, on a travaillé beaucoup au Moyen-Orient, que ce soit en Irak, en Syrie ou en Palestine, comme le cas dont on parle présentement. Sinon, en Ukraine, plus récemment. On travaille aussi beaucoup en Afrique subsaharienne, dans la région du Tigré, en Éthiopie, entre autres, où il y a eu une guerre civile, auprès des populations réfugiées, au Malawi, en Ouganda, au Kenya, la Somalie. Bref, malheureusement, c'est pas les conflits armés qui manquent aujourd'hui. Il y a de plus en plus de conflits, les conflits durent de plus en plus longtemps, donc malheureusement, on a beaucoup de terrain de recherche. On va aborder les connaissances que vous produisez parce que c'est important, puis les publications toutes récentes, il y en a d'autres qui sont en ligne dans les revues scientifiques, mais pour être accepté, là, il y a des considérations, il faut construire des recherches qui sont solides scientifiquement, un processus de la connaissance. Certaines rigidités scientifiques habituelles pour pouvoir se faire accepter par les populations et mener les recherches? Bien, évidemment, on ne pourrait pas faire ces recherches-là sans les gens des communautés elles-mêmes. En fait, quand on a la chance d'avoir des chercheurs universitaires qui sont formés, qui ont des savoirs scientifiques, mais qui ont aussi énormément de savoirs situés, parce qu'ils vivent eux-mêmes le conflit armé souvent, en fait, on travaille avec ces gens-là. On tisse des collaborations avec les chercheurs sur place. C'est ce qu'on a fait, entre autres, à Gaza. C'est ce qu'on a fait en Ukraine. Dans certains contextes, malheureusement, on n'a pas la possibilité de travailler avec des chercheurs universitaires formés. Il y a des chercheurs scientifiques partout dans les camps de réfugiés. Exact. Donc, dans les populations déplacées aux réfugiés, c'est pas le cas. À ce moment-là, on travaille beaucoup avec des membres de la communauté qui deviennent ce qu'on appelle, nous, des chercheurs issus de la communauté. Et grâce à leur grand savoir situé, qui est expérientiel, qui est endogène à la situation qu'ils vivent, bien, ça nous permet de se poser les bonnes questions, d'adapter nos méthodes aussi, nos outils méthodologiques de recherche pour qu'ils soient sécuritaires sur le plan culturel, qui soit davantage éthique. Donc, ces collaborations-là sont extrêmement précieuses et importantes là, pour réaliser les projets. Mais vous, personnellement, des fois, vous êtes obligé de vous faire accepter par la communauté avant d'aller récolter, par exemple, la salive chez les enfants. Il faut que les gens là-bas vous acceptent, vous. Oui, absolument. La plupart du temps, on fait des visites en amont où on va préparer la méthodologie. Donc, il y a des raisons très logistiques pour aller voir quelles sont les conditions dans lesquelles on va mener la recherche pour adapter les outils, mais aussi pour rencontrer les gens. Je bois beaucoup, souvent, de thé, de café, on mange beaucoup de sucreries, on rencontre les familles, les chefs communautaires, par exemple, et puis on prend le temps de tisser des liens, d'apprendre à se connaître, de leur expliquer vraiment en détail ce qu'on veut faire. En amont, puis ensuite, quand on revient, bien là, c'est là qu'on commence le processus formel de recherche, c'est-à-dire qu'on diffuse le projet, on passe à travers le recrutement des familles, des enfants, puis ensuite, on procède à... Est-ce qu'il y a un choc culturel, un choc mental, un choc éthique, des fois? Il y en a eu déjà dans le passé, il y en a de moins en moins, parce que j'ai un peu plus l'habitude de travailler avec différentes communautés, mais évidemment, il y en a toujours. C'est sûr qu'il y a parfois, il y a aussi toute la charge avec qui on travaille, eux-mêmes vivent le conflit. Donc, il faut apprendre à composer avec ça, à les écouter, à entendre ce qu'ils vivent aussi. Mais c'est très... avec le temps, j'ai réalisé que c'était très thérapeutique aussi pour les gens de participer au projet de recherche dans une certaine façon, parce que ça donne un sens à ce qu'ils vivent, ça leur permet de mettre des mots sur ce que leurs enfants vivent dans le conflit. Puis en fait, ils sont souvent très fiers de pouvoir contribuer à un projet comme celui-là et fournir de l'information aux gens qui... After half a mile, turn left. On en vient d'habitude, on commence les entrevues à des lumières sur le produit. Qu'est-ce que vous avez produit comme nouvelle connaissance? J'ai fait un grand détour parce que c'est un contexte qui est vraiment particulier puis qui nous parle à tout le monde. Parlons-en de ce que vous produisez comme connaissance. Vous avez mesuré du stress, quand le cortisol, par exemple, chez les enfants, dans différentes zones de conflit. Vous leur avez fait passer des tests sur la cognition aussi. Qu'est-ce qu'on apprend?
Ouais. Bien, on apprend que l'effet de contexte est très important. Donc, on connaissait bien l'effet de la violence sur le développement des enfants en général. Oui, il y a des recherches ici là-dessus. Ici, entre autres, effectivement. Ce qu'on connaissait moins bien, c'est les effets spécifiques des contextes. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui influencent l'expérience traumatique des enfants dans un conflit comme celui-là. Évidemment, les événements potentiellement traumatiques ont une incidence, leur variabilité, la quantité, leur intensité, leur proximité avec les enfants. Ça a une incidence importante, puis ça va faire que... After 900 feet, turn left onto Ring Road. sont différents. Par contre, il y a beaucoup de variables dans leur environnement qui a une incidence aussi sur la façon dont les enfants vont vivre le conflit. Ils ont des caractéristiques individuelles aussi qui sont déterminantes. Donc, nous, ce qu'on produit comme connaissance, ce sont Now turn left. des variables qui sont biologiques, psychologiques et sociales. Mais ça donne quoi? Par exemple, vous avez fait des différences, je lisais il y a un article récent dans le Journal of Experimental Child Psychology, vous arrivez à faire une différence entre les processus, l'effet sur la cognition des enfants à Gaza et en Cisjordanie. Exact. Donc, on voit, par exemple, que le profil psychologique en général des enfants à Gaza et en Cisjordanie est assez similaire, mais leur profil cognitif est très différent. Puis, c'est probablement causé par l'exposition traumatique et l'environnement dans lequel ils vivent. À l'époque, on parle de Gaza avant le 7 octobre 2023. Donc, à ce moment-là, la nature de l'exposition traumatique des enfants à Gaza est assez prévisible. C'est à peu près toujours la même forme de menace, donc des bombardements avec des drones principalement. Ouais. Tandis qu'en Cisjordanie, à la même époque, les événements potentiellement traumatiques sont beaucoup plus intenses. Follow the road for 3 miles. Que ce soit des affrontements armés entre l'armée israélienne et les Palestiniens, que ce soit des altercations sur le chemin de l'école avec des colons israéliens ou des soldats, par exemple, de l'intimidation. Parfois, c'est de la violence avec des armes à feu, des explosifs. Donc, c'est très varié. En fait, ce qu'on voit dans le profil cognitif des enfants, c'est qu'à Gaza, les enfants ont besoin de beaucoup plus de temps pour produire des réponses. Ils ont des processus cognitifs qui sont plus longs et généralement, ils vont produire moins d'erreurs aussi. Par contre, en Cisjordanie, on voit une forme d'hypervigilance, des réponses beaucoup plus spontanées, beaucoup plus rapides, mais où ils produisent plus d'erreurs aussi. Plus important. Gino, une question? Ouais, peut-être que je vous devance là-dessus, Sophie André, mais une fois que vous avez ces pistes-là, comment est-ce qu'on peut effectivement rendre ça possible comme mesure concrète, proposition de modification, de structure pour permettre à ces enfants d'apprendre? Oui, en fait, il y a encore un grand débat scientifique dans la communauté sur est-ce qu'on peut réellement mettre en place, par exemple, à l'école, des activités qui vont soutenir le développement cognitif des enfants, de certaines fonctions exécutives en particulier. Donc, on se pose encore beaucoup cette question-là. Malgré tout, le fait de savoir pour les enseignants de comprendre les processus cognitifs de leurs élèves, comprendre quels sont les défis avec lesquels ils composent, ça leur permet aussi de réguler leur propre pratique. Par exemple, si on sait que mes élèves ont besoin de plus de temps pour produire des réponses, ben je ne vais pas nécessairement leur mettre davantage de pression. Je vais peut-être accepter mieux le fait qu'ils prennent plus de temps et voir que ça donne un bon résultat, c'est-à-dire qu'ils produisent peu d'erreurs à l'école dans un cadre scolaire. À l'inverse, en Cisjordanie, mais si on détient cette information-là, on peut aussi essayer de trouver des stratégies pour demander aux enfants de prendre leur temps, de ralentir. Ça peut être plein de choses, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être des stratégies vraiment pour faire appel à des processus de pensée qui sont plus profonds pour éventuellement produire moins d'erreurs. Et ça, évidemment, on regarde dans l'avenir des enfants, l'avenir scolaire des enfants et humain aussi. Mais vous regardez encore plus loin parce que ce que vous ouvrez comme fenêtre en étudiant le cerveau de ces enfants-là, c'est une fenêtre vers les adultes de demain qui vont gérer les conflits de demain. Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là parce qu'il y a 2 ans, j'étais dans une conférence aux États-Unis. Puis après ma présentation, il y a un homme qui est venu me voir, qui était dans la trentaine, et puis il me dit, les résultats que vous avez présentés de votre étude, c'est moi. C'est les défis auxquels je fais face aujourd'hui et que j'ai toujours fait face. Les difficultés que j'ai à résoudre les conflits personnels dans ma vie, les défis que j'ai eu à résoudre des problèmes, les défis que j'ai dû surmonter quand j'étais sur les bancs d'université pour apprendre, ben en fait, vous avez... After half a mile, keep left to join the highway. J'ai oublié le détail, effectivement. Il me dit à la fin, mais il dit en fait, vous avez parlé de moi parce que j'ai grandi à Gaza et j'ai émigré il y a quelques années aux États-Unis. Et ça m'avait beaucoup touché parce que ça montrait à quel point tout ça, ça marque la trajectoire développementale des enfants et ça forge les adultes qui vont devenir. After a quarter of a mile, keep left to join the highway 6 south. Donc ça se poursuit. Vous êtes
êtes encore, par exemple, en Ukraine. Les études se poursuivent? Ça se poursuit toujours. En Ukraine, on est toujours... Now keep left to join the highway. À finaliser tout ça, préparer les articles scientifiques qui seront soumis bientôt. Follow the road for 2 miles. Subvention qui nous permet de travailler dans des nouveaux contextes. Retourner éventuellement à Gaza quand la condition sécuritaire le permettra, mais aussi développer d'autres études dans d'autres contextes qui sont davantage post-conflit, de relèvement, comme en Irak par exemple, ou en Syrie présentement, d'autres endroits qui sont plus actifs comme le Yémen. Donc on poursuit nos travaux. Parce que c'est pas les zones de conflit, malheureusement, qui manquent pour mener ces travaux. Olivier Arvizet, ça a été un plaisir de vous accueillir aux Années-Lumière. Merci beaucoup. Olivier Arvizet, Speed camera ahead. dirige le comité scientifique de la chaire UNESCO en développement curriculaire. Il nous parlait, entre autres, des plus récentes recherches parues dans le Journal of Experimental Child Psychology. Et c'est ainsi qu'on termine la première heure des Années-Lumière. Restez des nôtres, ça se poursuit après les nouvelles. Ici Émilie Perrault, on jase du Bye Bye 2025 avec la script éditrice Suzy Bouchard et notre duo Hakim Gagnon, Joanne Despins s'intéresse à l'avarice. Il restera toujours la culture. Demain 13h30, Maritime 14h30, sur Ici Première. Cette semaine à Connexion, une saison florissante pour Élodie Orsay. Karen Blanchy, ses doigts d'artiste, le studio PSQV monte sur scène et une performance signée Macho Rhyme. Connexion, le dimanche 18h05 sur Ici Télé et sur ici.tv. Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Au 96.9 à North Battleford. Du cœur aux idées. After half a mile, keep left. Bonjour, ici Sabrina Larouche et de Regina, voici le Radio-Journal de l'Ouest. Un vétéran bien connu en Saskatchewan pourrait bientôt marquer l'histoire. William McDonald, ancien militaire ayant grandi à Regina, fait partie After a quarter of a mile, keep left towards Moose Jaw. de Victoria. Né en Ontario, William McDonald amorce sa carrière militaire à Regina. Now keep left. 1994 avant de poursuivre son service. After 3/4 of a mile, keep right to take the exit. After 600 feet, use the right lane and turn right. Now turn right. Centre à Regina, elle participait. After half a mile, turn left. Aux objets apportés par les résidents en les réparant. Sorna, bénévole depuis un peu plus de 2 ans, s'est impliquée dans les organismes environnementaux dès son arrivée à la capitale provinciale. Mon background est lié à la protection de l'environnement, donc j'ai toujours été bénévole dans tous les pays où j'ai vécu, et notamment pour la préservation de l'environnement. Donc j'ai regardé Enviro Collective, les visions et les objectifs correspondaient à mes attentes, et voilà, je me suis lancée. Et si on explique aux gens qu'ils peuvent réparer leur manteau, leur réchauffement climatique. Lancé en 2021, ces ateliers reviennent chaque mois à Regina et dans les environs. Le prochain... After 900 feet, turn left onto Fleury Street. Au Manitoba, l'arena de Saint-Pierre-Jolies, au sud de Winnipeg, ouvre ses portes au public après plus d'1 mois de rénovation. Le centre, synonyme de rassemblement et de convivialité. Now turn left. C'est à nouveau la joie des résidents. Leur réaction au micro de la journaliste Océane Kouassi. Cody Gunderson fait partie des inaugurateurs de la piste de hockey. Il étudie à... After 1,100 feet, continue straight ahead onto 14th Avenue East. La réouverture de l'aréna Thomas Pic. Quand j'étais jeune, c'est le fun quand je peux venir puis jouer le hockey avec n'importe qui est ici. La réouverture planifiée pour janvier 2026 à l'origine a été avancée à ce samedi 6 décembre. Cette inauguration anticipée fait des heureux auprès de certains nostalgiques. C'est le cas de Mireille Laroche. Now continue straight ahead. À l'Arena Saint-Pierre avec Rat River, minor hockey. Ma famille a toujours joué et patiné à l'Arena.
After 500 feet, turn left onto Francis Street. Selon elle, l'aréna représente un pilier pour la santé et la vie de la communauté. Now turn left. Après les rénovations de l'aréna, la municipalité de Saint-Pierre-Joli ne compte pas s'arrêter là. La ville prévoit d'étendre l'aréna en la transformant en centre de loisirs et de bien-être. After 500 feet, you will reach your destination. The destination will be on your left. Radio-Canada, Winnipeg. Direction l'Alberta où les tarifs des transports en commun à Calgary augmentent en janvier, ce qui en fait l'un des plus chers du pays. Un aller simple coûtera 4 $ au lieu de 3,80 $ aux utilisateurs. You have reached your destination. It's on your left. Le maire de la ville, Jérémy Farkas, a voté contre le taux d'augmentation. Le conseil municipal a approuvé cette semaine une enveloppe de 6 millions de dollars pour améliorer le service. À cela s'ajoutent 9 millions de dollars pour améliorer la sécurité. Et puis au soccer, les Whitecaps de Vancouver se sont inclinés 3-1 devant l'Inter Miami. Le match ultime depuis ses débuts dans la Ligue il y a 14 ans. Benoît Ferradini a assisté à la rencontre en Floride. C'est une fin de championnat amère pour les joueurs des Whitecaps de Vancouver qui avaient beaucoup d'espoir. Ils n'ont jamais réussi à s'imposer face à un Inter Miami au jeu agressif qui a ouvert la marque à 9 minutes. La présence de la star allemande Thomas Müller chez les Whitecaps n'a pas pu égaler une équipe de Miami fédérée autour de Lionel Messi qui était omniprésent et a compté plusieurs passes décisives. L'entraîneur des Whitecaps, Jesper Sørensen. When you play a final like this, we know that it will be decided in a few moments, and those moments they took them well. Une finale comme celle-ci se décide en peu de temps, expliquait-il après le match, et Miami a très bien exploité ces moments. Les 2000 partisans vancouverois qui avaient fait le voyage à Miami étaient littéralement effacés face à des supporters de Miami déchaînés dans une atmosphère chaude et humide. Triste, mais fier d'une équipe qui conclut une de ses meilleures saisons à l'image du père du jeune joueur vancouverois, Ryan Elum. Je suis très fier, satisfait, hard luck, avec beaucoup d'amour pour Whitecap, avec beaucoup d'espoir pour les années futures. Les Vancouverois peuvent maintenant entamer leur long voyage de retour à la maison, la tête haute après avoir emmené leur équipe à sa première finale de la MLS en 14 ans. Ici Benoît Ferradini, Radio-Canada, Fort Lauderdale, en Floride. Des cheveux et des poils, les tatouages et le cancer, et des grizzlies et des hommes. Vous voici en deuxième heure des années-lumière. Bonjour tout le monde, Sophie-André Blondet, toujours avec vous, avec l'équipe des Années-Lumière qui va se joindre à nous pour cette deuxième heure de votre magazine d'information de culture scientifique. C'est Marie-Pierre Elie qui viendra nous expliquer pourquoi nos poils sont moins longs que nos cheveux. Une chance d'ailleurs, si on imagine le portrait. Elle répond en faisant ça à la question d'un de nos auditeurs. Il y a des grizzlies qui ont attaqué des enfants en Colombie-Britannique récemment. Qu'est-ce qu'on sait sur cette population animale, sur son évolution? On interviewera un biologiste de la région. On va poursuivre avec Gino Harel le périple qu'on a commencé la semaine dernière à bord du Coriolis 2 sur la trace des pockmarks, des dépressions sur le fond du fleuve. Ça regorge d'informations qui sont précieuses pour les chercheurs. Mais on commence cette deuxième heure avec Renaud Manouguera-Gagné et les tatouages. Parce que Renaud, ça fait longtemps que les humains tatouent leur corps. C'est un art corporel, c'est un mode d'expression, c'est un marqueur d'identité même. Mais là, il y en a de plus en plus de gens qui emportent des tatouages et il y a des scientifiques qui se questionnent sur les risques de cette pratique, des risques sur la santé peut-être, surtout à cause de l'encre qu'on injecte sous la peau. Et cette semaine, il y a une nouvelle étude qui ravive le débat. Oui, une étude qui a été faite par une équipe suédoise et qui est parue dans le European Journal of Epidemiology. C'est une des rares. Il existe très peu d'études évaluant les liens entre les tatouages et les risques de développer un cancer. C'est un nouveau champ d'intérêt. Au Canada, il faut rappeler, il y a un adulte sur 3 qui possède au moins un tatouage et la tendance elle est en hausse depuis les 30 dernières années. Mais en parallèle, au cours de la même période, on
a vu aussi une hausse des cancers de la peau, surtout les mélanomes. Cette hausse, on le dit tout de suite, elle est due essentiellement à l'exposition aux rayons ultraviolets, mais ça n'empêche pas qu'on cherche d'autres facteurs de risque. Et donc, cette équipe de l'Université Lund s'intéresse au rôle possible des tatouages. Donc, dans cette étude, elle a utilisé un des registres nationaux de la Suède pour identifier parmi les citoyens les cas de mélanome ou de carcinome épidermoïde qui ont été diagnostiqués entre 2014 et 2017 chez les adultes entre 20 et 60 ans. Ils ont ensuite envoyé des questionnaires à ces personnes ainsi qu'à d'autres qui n'ont jamais eu le cancer pour connaître leurs habitudes de vie, s'ils avaient des tatouages et si oui, depuis combien de temps. Donc, il y a environ 1500 patients par type de cancer et 9000 autres sans cancer qui ont accepté de participer. Et ce qui est sorti de cette étude, c'est qu'en prenant en compte des facteurs de risque liés aux habitudes de vie, mais les tatouages augmentent le risque relatif d'un mélanome de 29 Donc, oui, c'est ça. Ce qui veut dire, c'est pas que vous avez 29 de risque d'avoir un cancer, c'est si vous aviez dans votre vie, par exemple, 3 de risque de développer un mélanome, bien, avoir un tatouage, ça le ferait passer à 4 Donc, c'est pas une si grosse augmentation. Et en revanche, il n'y a aucune augmentation de risque qui a été observée entre le tatouage et le carcinome épidermoïde. Bon, ça, c'est une petite hausse, mais est-ce que ça confirme la présence d'un lien entre les deux choses? C'est ça. Si on se fie uniquement à cette étude, l'hypothèse d'un lien entre le cancer et les tatouages, ça semble plausible. Mais il y a quand même quelques constats surprenants, notamment que le nombre ou la taille des tatouages ne semble pas influencer le chiffre, seulement le fait d'en avoir. Et au-delà de cette étude, si on regarde la littérature déjà publiée sur la question, on constate que le lien entre les tatouages et le cancer, il est loin d'être clair. Donc, certaines études au Danemark ou en Finlande, ou des études de jumeaux notamment, suggèrent qu'il y a un risque accru de lymphome ou de cancer de la peau dans les populations tatouées. Il y en a d'autres, comme une étude française parue le mois dernier qui montre aucun lien. Et il y a même une étude américaine parue plus tôt cette année qui montre qu'il y aurait un risque plus faible de mélanome chez les personnes qui ont plusieurs tatouages plutôt que chez la population qui n'en a pas. Quoiqu'ici, l'étude avait été critiquée notamment parce qu'elle n'a pas pris en compte les biais comportementaux. Donc, par exemple, ces personnes tatouées pourraient éviter le bronzage pour préserver les dessins qu'ils ont sur leur corps, ce qui réduit leur exposition aux ultraviolets, ce qui reste le risque principal, le cancer de la peau. Donc tout ça, ça montre en fait la difficulté de faire des études sur les risques de cancer qui sont fortement influencés par des comportements humains. Parce que les personnes tatouées, elles peuvent différer de celles qui n'ont pas de tatouage en termes d'exposition au soleil, de mode de vie, d'antécédents médicaux. Il faut aussi faire attention au type de peau, coup de soleil passé, l'exposition professionnelle ou récréative au soleil, le tabagisme, bref, des facteurs amusants. L'étude suédoise, elle dit avoir pris tout ça en compte, mais ça peut expliquer l'énorme variabilité des résultats qu'on a jusqu'à maintenant. Bon, disons qu'il y a un lien. Comment est-ce que le tatouage peut influencer les risques de cancer? Bien, ça, c'est la grande question. Surtout que le nombre et la taille des tatouages ne semblent pas avoir eu d'influence jusqu'à maintenant. Donc, le type d'encre pourrait avoir un rôle à jouer. Donc, certaines encres contiennent des substances ou des métaux lourds qui sont suspectés d'être cancérigènes. Et il y en a d'autres qui contiennent des substances qui ne sont pas nocives, mais en se dégradant avec les années, pourraient produire des nouvelles molécules qui, elles, comportent des risques. Mais ça peut aussi être une question d'inflammation, comme l'explique Émilie Ritz-Lidjedal, chercheuse toxicologue dans la division de médecine environnementale à l'Université Lund en Suède et première auteure de l'étude. We are interested in the immunotoxicity of tattooing. L'hypothèse sur laquelle reposent nos prochaines recherches implique l'immunotoxicité de l'encre de tatouage. Après un tatouage, des particules d'encre sont transportées par la lymphe du site tatoué jusqu'aux ganglions lymphatiques régionaux. Ces ganglions sont les centres régionaux du système immunitaire. Nous pensons que l'encre peut y déclencher une inflammation faible mais prolongée et potentiellement